C'est un marché durablement porteur. Voilà, c'est sûr. Un marché d'investissement, c'est un marché dans lequel on va capitaliser, alors évidemment, c'est un marché à beaucoup d'émotions dans Ouais. l'achat d'une maison, c'est le foyer, ça concentre quand même, c'est le plus gros poste de dépenses des Français, c'est près de 30 des dépenses des Français. Mais c'est un marché durablement porteur, on le voit sous une temporalité qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire court terme, j'achète ou je vends. Et c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Le marché, les prix évolueront tout le temps. Et ça, on peut, pas si on doit les remercier. Les politiques depuis 6 ou 7 ans, là, qui ne construisent pas, font que de toute façon, tout ce que vous investissez aujourd'hui, ça vaudra plus cher demain. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés en plus de ça de moments de networking. Effectivement, le One-to-One est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Ancien de la Légion étrangère, aujourd'hui président d'un réseau national d'agences immobilières, ce seul contraste résume déjà la singularité de mon invité. Stéphane Fritz a connu l'exigence du terrain, le poids de l'engagement avant de se consacrer à un tout autre champ de bataille, celui de l'immobilier. À la tête de Guy Hockey depuis 2020, il incarne un leadership rare dans ce secteur, humain, sincère, direct, porté par une conviction profonde, celle que la vraie valeur d'une entreprise se crée entre l'homme et le client. Il a transformé ce réseau fondé au début des années 80, des années 90, en un acteur agile, engagé et reconnu de la profession, formation, digitalisation relationnelle. Sous sa présidence, Guy Hockey a pris un virage stratégique qui commence à porter ses fruits. C'est la première fois que je consacre un épisode au métier de l'immobilier. Et avec Stéphane, nous avons choisi d'aborder des sujets de fond. D'abord, le marché immobilier. Chaluté depuis plusieurs années, il est sous pression, inflation, remontée des taux d'intérêt, durcissement de l'accès au crédit. Entre achat et location, la complexité est partout et la régulation omniprésente. Comment naviguer dans cet environnement mouvant? Quelles sont les réalités vécues sur le terrain? Ce sont les questions que nous aborderons avec Stéphane. Ensuite, nous irons sur la proposition de valeur de Guy Hockey. On connaît tous, de loin ou de près, le fonctionnement d'un agent immobilier. Mais que fait Guy Hockey de différent? Quelle est la place du digital dans les processus d'estimation, d'accompagnement, de suivi? À quoi ressemble une agence connectée en 2025? Enfin, et comme toujours, nous ferons un focus sur la relation client dans ce métier. L'agent immobilier est un tiers de confiance, il doit jongler avec des intérêts souvent contradictoires, ceux du vendeur et de l'acheteur, du bailleur et du locataire. Alors comment gérer cette double fidélité? Comment recréer de la confiance dans une relation parfois fragilisée par des clichés ou des frustrations? Bref, c'est un épisode riche et passionnant et humainement fort qui s'annonce. Avec Stéphane, vous allez découvrir bien plus qu'un patron de réseau, un homme qui a fait de la loyauté, de la parole donnée et du service client les fondamentaux de sa vision. Mais avant de commencer, Stéphane, peux-tu te présenter en quelques mots? Bonjour, merci pour cette belle invitation. Alors, Stéphane Fritz, je suis le président de Guy Hockey, mais t'en as déjà dit beaucoup. Oui, je suis un ancien militaire. Ensuite, j'ai été commerçant pendant une quinzaine d'années, un peu moins d'une quinzaine d'années. Et tu as un parcours qui est hyper intéressant, évidemment, Ouais. je l'ai bien découvert en préparant l'épisode.
T'as été militaire, t'as été dans la Légion, t'as été à Calvi en tant que para, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est quand même, alors je sais pas si c'est parce que j'ai une petite histoire familiale autour de ça, mais alors pour moi, c'est le Graal, c'est le truc Ah, le plus... c'est le cas pour moi également. Ouais. Et oui, je confirme, c'est le Graal. Et cette expérience de vie, elle a été exceptionnelle. J'en tire que des belles choses. Et Dieu sait si ça a été dur. C'est difficile. La Légion, c'est une école de vie extrêmement rude, mais qui apprend plein de choses. Déjà, la loyauté, t'en as parlé, la camaraderie, le sens de la parole donnée, ça vient de la Légion étrangère. Je considère l'équipe plus que les individus. Alors, je ne considère pas les individus au travail, uniquement l'équipe et l'équipe. Et je considère que l'équipe en elle-même est un individu. Donc on tire de la réussite de l'équipe, et donc ça crée des fonctionnements pour créer une équipe. Ça crée des fonctionnements assez drôles, parce que quand quelqu'un parle, tu sais, il y a ça dans toutes les entreprises. Quand on vient me dire, tu sais, machin, il a fait ça, j'appelle machin tout de suite. Je dis, tiens, voilà, dis-lui, si tu peux pas lui dire à lui, il faut que tu te taises, et allez trouver une solution tous les deux, puis vous revenez me voir. Et ça, tout le monde sait que je fonctionne comme ça, donc il y a plus personne qui parle sur machin. Voilà, donc ça, c'est déjà pas mal. Et on commence à avoir les conditions d'une équipe un peu de force spéciale, un peu, c'est-à-dire très très unie sur l'objectif. Et ça vient de l'armée. Alors évidemment, ramener à la vie civile, bien sûr. voilà, à ce qu'est une équipe aujourd'hui, avec des hommes, des femmes, des plus gentils, avec des postes différents. Mais oui, ça me vient de l'armée. C'est une expérience Ça a exceptionnelle. duré un peu plus de 6 ans, c'est 7 ça? ans, oui. Ouais, 7 ans. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à y entrer? Parce que en fait, souvent, on doit te poser la question, qu'est-ce que tu en as tiré? Tu viens de me le dire. Ouais. Et on comprend bien, finalement, les assets, entre guillemets, comme on dit, avec lesquels tu en es reparti. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer là-dedans? Moi, je suis un autodidacte. L'école ne m'a pas aimé. Donc, j'y suis pas allé. J'ai fait 2 sixièmes et 2 cinquièmes. Et c'est vrai, en plus, j'ai fait vraiment 2 sixièmes, mais vraiment 2 cinquièmes. Donc, pour redoubler ces classes, faut quand même, faut pas aller en cours. C'est parce que normalement, ces classes-là, elles sont fluides, elles sont faciles à faire. Donc, je suis pas allé en cours. Et puis ensuite, après, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai toujours travaillé. J'ai fait plein de petits boulots. J'ai fait beaucoup d'intérim. Et quand on fait de l'intérim et qu'on se cherche et qu'on n'a pas d'études et qu'on n'a pas de chemin direct, on sait pas ce qu'on va faire. À 20 ans, on sait pas trop ce qu'on a envie de faire, quoi. Et donc, je suis allé à l'armée. Voilà. J'ai regardé le 14 juillet Mais t'avais un... J'avais fait l'armée déjà. J'avais fait l'armée en tant que parachutiste. J'avais fait le service militaire en tant que parachutiste à Pamiers, Ouais. dans le 09, voilà, au 9e RCP. Donc, j'avais sauté en parachute. 2, on m'avait donné un commandement. Assez jeune, j'avais 20 ans, on m'avait donné un commandement. Et donc, je suis reparti dans la vie civile. Et puis, 2 ans plus tard, j'ai vu le 14 juillet, j'ai regardé la Légion défiler, j'ai dit, Allez, c'est pour moi. je m'engage, oui. Et j'ai pas regretté. Alors, si, tout de suite, sur le moment, on regrette. Mais après, et après coup, et encore aujourd'hui, quand j'en parle, non, je regrette pas d'avoir fait ce choix-là, quoi. T'es parti beaucoup en OPEX? Non. 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 Un regret? Et puis, si jamais c'était le cas, je pourrais pas t'en parler, sinon il faudrait que je te tue, donc. Oh, même. Non, j'ai pas fait l'OPEX. Aucune. Merci pour ça. Donc, après l'armée, t'as quel âge quand tu repars de l'armée? J'ai 29 ans quand je repars de l'armée et je rachète. En fait, je me fais virer des unités de forces spéciales dans lesquelles j'étais. Ça s'appelait à l'époque, ça s'appelait pas les forces spéciales, ça s'appelait les commandos de renseignement et d'action à la profondeur. J'accède, et là pour lequel c'est le Graal du Graal. Ça c'est le Graal, c'est le Graal de la Légion, c'est les parachutistes. Les parachutistes, le Graal, c'est les crapes, quoi. Donc j'étais crape et j'y resterai 1 an et je me fais sortir. Parce que j'ai fait une petite bêtise, mais je suis resté coincé avec dans un hôpital avec une infirmière. Et au lieu de rentrer au camp, je reste le week-end et du coup, je me retrouve, je me fais sortir des crapes. Et on rentre pas dans le GIGN pour retourner mettre des PV à la mobile, quoi. Non. Donc je repars. Et là, je rachète un pressing à ma mère. On est 4 enfants, donc elle m'a vendu le pressing. Et je monte avec un pressing, j'en fais 5. J'en monte 5 en tout. À Brunois, Hyères, Montgeron, Évry, Moissy-Cramayel. Donc plutôt dans le sud de Paris. Plutôt dans le sud, voilà. Les méthodes de travail, sont celles de la Légion, quoi. On travaille beaucoup. En revanche, le management,
Même si j'arrive à manager les équipes, à donner des directives, j'ai pas la structure d'une grande entreprise, c'est-à-dire l'organisation, la structure d'une grande entreprise. Je travaille énormément, je travaille très tôt le matin, je travaille très tard le soir, je travaille le samedi, le dimanche, je travaille tout le temps. Donc au taux horaire, je gagne pas bien ma vie, quoi. Mais sinon, je gagne bien ma vie, mais au taux horaire, je gagne pas très bien ma vie et je m'organise pas très bien. Et je vais faire quand même 5 boutiques malgré tout, parce qu'à chaque fois que j'en ouvre une, ben ça marche, donc j'en ouvre une deuxième, et ensuite une troisième, une quatrième, cinquième, que je vais revendre. C'est aussi le métier de mes parents, donc que je vais revendre. Et puis c'est un métier qui est attaqué. Ça, je garderai cette expérience plus tard. C'est un métier qui est attaqué par le low cost. À un moment donné, les vendeurs de machines se mettent à faire des concepts low cost où la pièce est à, je sais pas si c'était des francs, je crois que c'est des francs 2 francs 50 au lieu de 10 francs. Et je décide à ce moment-là d'augmenter mes prix et d'augmenter mon service. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver, notamment chez OK, mais qu'on va retrouver dans mon parcours à chaque fois. Je suis celui qui augmente les prix et le service, mais pas celui qui descend, enfin qui se bat pas. Je me bats pas sur le prix, quoi. Je me Ouais, bats pas sur... au lieu d'être en frontal avec la concurrence qui descend, Je me décale. qui baisse, tu te Je décales, me tu décale augmentes la qualité de service et et donc le prix. et un service pour le coup différent parfois, c'est-à-dire qu'on n'attend pas dans ce segment-là. Je fais toutes les livraisons du pressing, je livre les rideaux, je livre les costumes. En fait, je fais de la livraison. J'enlève les irritants aux gens de venir déposer le pressing à la maison. Donc je commence à faire de la livraison et ça fonctionne, et du coup j'augmente mes coûts, j'augmente mon service également. Et donc ça fonctionne plutôt pas mal. Donc c'est une réponse que je fais à ça, mais c'est quelque chose de très très épuisant, puisque quand on se fait attaquer par le prix de façon forte, parce que maintenant c'est plus 10-12 balles les pièces, quand on se fait attaquer, c'est épuisant comme truc. Et puis voilà, puis j'avais fait le tour du pressing Et donc tu revends et je ton savais pas affaire. trop me structurer. J'ai vendu les 5 pressings, j'ai vendu aux dirigeants qui étaient dedans, enfin aux patrons Ouais, au aux manager. responsables, Ouais. aux managers. Donc je leur ai vendu, pour ceux qui pouvaient pas, je leur faisais un crédit vendeur, donc j'ai vendu correctement réalisé. Et puis ensuite, Là, on est en quelle année? on est, alors attendez, 29 ans, 94, 95. On doit être dans les débuts des années 2000, hein, 2000, 2003, Ouais. où je vends. 2004, 2005 plutôt, où je Ouais. vends, voilà. Et puis bah là, je vais faire 2-3 postes de direction, notamment chez Brucefield, les Et vêtements. comment tu passes là-dedans? Je fais un mariage et je me retrouve à côté du patron de Brucefield au mariage, et on discute tous les deux, et moi, je suis un peu plus en fête et en joie que lui. C'est le mariage de mon meilleur ami. Et lui, il m'écoute parler, et à la fin, il me dit, viens me voir lundi. Et je dis, bah, d'accord, je vais voir mon ami. J'ai dit, au fait, qui c'est? Ah oui, t'avais rien écouté. Ah, mais je crois pas avoir écouté grand chose. Je crois que j'ai beaucoup parlé, parce que je pense que j'étais en plus bien aidé, par la joie du mariage. Des mets et des vins. Et donc, il me dit, mais c'est Richard Lagani, c'est le patron de Brucefield, hein. Donc, il vient me voir, et donc je prendrai un poste chez lui, et puis ensuite, on va travailler ensemble 2 ans. Et Qu'est-ce que t'apprends là? avec lui, le truc le plus drôle, c'est, je dois lui parler de problèmes dans le magasin. Je suis quand même un des responsables, donc je viens et je lui dis, bon, bah, faut que je vous en parle. Brucefield, pour ceux qui connaissent pas, C'est c'est le du magasin de vêtements, prêt-à-porter ouais. homme. Ouais, mais alors là, je parle du bonhomme, hein. Oui, non, C'est mais pas je remets le business dans lequel ouais. tu es. C'est Dans le vêtement, à ce dans le moment-là, vêtement. c'est une très belle expérience. Je rencontre des gens super sympas, j'adore. Enfin, j'ai bien aimé. Je retiendrai la seule chose, c'est j'essaye de m'asseoir devant lui, et il me dit, et je fais ça tout le temps, vraiment. Je fais beaucoup ça, et ça vient de lui. Et il me dit, pourquoi tu t'assois? Et je dis, bah, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Et il me dit, mais tu peux pas le faire debout. Et je dis, bah si, je peux le faire debout. Donc je le fais debout, et il a un arbitrage à une vitesse. Oui, non, oui, non. Et ça, quand on dirige pour les collaborateurs, c'est exceptionnel. Moi, je sais que mes collaborateurs aiment beaucoup ça chez moi, c'est qu'ils savent quand ils rentrent dans le bureau, ils ont une position tout le temps. Et ils me donnent des positions surtout. Oui, non. Qui se trompe, qui se trompe pas, peu importe. Il a pas tout le temps raison. Il peut avoir même pas grave. Oui, non, Oui, tu veux dire que si tu reviens après voilà. en lui disant, attends, là tu m'as dit oui, mais en fait ça aurait dû être non, Ouais. ben il écoute Ouais. et S'en fout, il dit oui, non, au revoir. Et ensuite on part. Et donc l'entretien, il dure, allez, bas mot, 3 minutes. Ah oui.
Et moi, je Il y avait pensais beaucoup de passer choses à dire. ouais, je pensais une demi-heure, et j'aurais peut-être bu un café avec lui, et ce serait peut-être le moment de lui parler à ce moment-là, parce que j'ai accès à lui. Bah non, non, 0 accès. Et ça, j'ai appris, et je trouve que c'est extrêmement confortable. Je me rends compte que c'est aussi confortable pour le collaborateur Mmh. d'avoir un patron qui tranche. Donc, je fais jamais de demi-mesure, sauf après si ça nécessite une réflexion de groupe, ou ça, on Ouais. ouvre la partie. Donc là, tu restes 2 ans 2 ans. et après ça? Et après ça, moi, j'ai mon fils qui a un diabète de type 1, donc qui a été détecté tôt, il a l'âge de 3 ans, et je décide d'arrêter de travailler pendant au moins une année. Alors ça va pas durer une année, puisque j'arrête les soldes au mois de mars, je crois que c'est aux alentours du mois de février, mars, Mmh. je dis que je veux m'arrêter à Richard Léonie, et donc je m'arrête, il m'accorde le fait de m'arrêter, je m'arrête, et la dame du chômage, elle me dit: «Quand même, ce serait bien de mettre un CV en ligne». Je dis: «Écoutez, je vais retravailler très vite, je vais me remonter une boîte, ou je vais faire un truc». Je pensais remonter une boîte à ce moment-là. Je pensais vraiment, me remettre à mon compte, je voulais faire des sites internet, et Parce que là, on est, ouais, 2005-2006 à peu ouais, près. et 2006-2007. j'avais été en front avec des gens qui créaient des sites, et on s'apercevait que les mecs, ils savaient faire du dev, mais ils savaient pas se vendre. Donc moi, j'ai dit: «Moi, je vais apprendre un peu, le b.a-ba du dev, pour savoir comment le vendre, comment le marketer, et je vais embaucher des devs, et puis, je vais faire des sites pour les». À l'époque, les grandes entreprises avaient des sites, les petites moins. Mmh mh. Ce n'est pas encore le cas, à l'époque, donc oui, je vais faire ça. C'était pas une mauvaise idée d'ailleurs, hein, il y a beaucoup de boîtes qui se sont montées, comme ça, et je mets un CV en ligne sur la demande de la dame de la NPE, qui s'appelait la NPE à l'époque. Mmh. Voilà, et donc et puis je suis contacté, je suis obligé de faire les entretiens, et je fais un entretien chez Century 21 pour être consultant des agences entreprises et commerces dédiées à la vente B2B. Il y en avait 70 en France, et pour être consultant comme ça, et là, c'est une rencontre en fait. C'est, je rencontre Charles Marinakis, qui est l'actuel président de Century 21, qui est un ami, et on se rencontre avec Charles. Je ferai pas mal d'entretiens parce qu'il se demande pourquoi il me prendrait, parce qu'il me dit: «Je coche aucune case, je viens pas de l'immobilier, j'ai jamais eu d'agence, j'ai jamais fait d'immobilier», et il dit: «Je sais pas pourquoi je l'ai pris». Et d'ailleurs, maintenant, quand tu lui poses la question: «Mais Stéphane, pourquoi vous l'avez pris?» Il dit: «Je sais pas, il cochait qu'une case, je sais pas pourquoi je l'ai pris, mais apparemment, je me suis pas trompé». Mais il avait une bonne intuition. Donc voilà, donc, et puis là, ça va démarrer en 2008. Je suis consultant junior, entreprise et commerce. Je vais rentrer à moins que mon chômage. Ça, c'est un truc drôle. Ouais. Je vais accepter un poste en dessous de mon chômage. Donc ça, c'est un truc un peu sympa. Et ça va démarrer. Je vais faire 5 ans 5 ans d'abord comme consultant chez Century 21 France. Ensuite, je vais descendre à Lyon pour manager 4 agences. Et je reprendrai la direction de développement de Guy Hockey en février 2015. Direction 2018, direction générale, et en 2019, direction générale, et 2020, la présidence. Donc c'est comme ça que tu as finalement construit ton expertise dans l'immobilier, c'est en rentrant chez Century 21 Oui. grâce à la NPE. Exactement, et grâce à la dame de la NPE. Exactement, oui, on pourrait faire ce raccourci, ouais. Bah, c'est un raccourci comme un autre. Ouais. T'arrives chez Guy Hockey, c'est quoi le développement? C'est quoi ta lettre de mission quand tu arrives? Recruter de nouvelles agences immobilières. Voilà, de nouveaux cadres en reconversion, parce que la différence, par exemple, pour prendre Century 21 comme exemple, qui est vraiment un exemple inverse. Century 21, c'est fait de 90% d'agents immobiliers indépendants qui ont rejoint une franchise. Guy Hockey, comme d'autres réseaux, comme je crois La Forêt ou même Plaza, c'est 80% de cadres en reconversion qui sont des créateurs d'agences immobilières, et non pas des agents immobiliers indépendants avant. Donc moi, mon travail, c'est de faire venir des cadres en reconversion, d'aller chercher les cadres en reconversion et d'en faire des agents immobiliers, donc les signer, leur signer les contrats de franchise avec une équipe, et d'essayer de développer le plus possible les agents immobiliers. C'est-à-dire de venir sur les 2 axes comme ça, parce qu'un agent immobilier qui nous signe, c'est facturé tout de suite. Ça, c'est très factuel. Et un cadre en reconversion, on va mettre 8-9 mois avant d'avoir une première facture, parce que on va l'accompagner, on va le former. Et le process de vente, bon, ils sont pas Voilà, c'est plus long. c'est Voilà. plus long. Le réseau aujourd'hui de Guy Hockey, il est constitué uniquement de franchisés, d'intégrés, comment c'est? Uniquement de franchisés. Uniquement Intégré, on y a pensé. C'est toujours des options qu'on se met, notamment sur des secteurs donnés, proches de chez nous, peut-être sur Paris. On s'est toujours posé la question. Mais en fait, notre ADN, c'est la franchise, quoi. C'est ce qu'on sait faire de mieux, quoi. Si on devait avoir éventuellement un intégré, on en aurait un, quoi.
On pense moi, ça fait un moment que ça me trotte. Pour l'instant, on le fait pas, mais de proposer ça à mon actionnaire d'avoir une agence pilote, quoi. Pour pouvoir tester des nouveaux Pour pouvoir concepts. tester, pour pouvoir tous les grands réseaux aujourd'hui, et je pense que ça vaut même dans d'autres activités que on en parle à la Fédé, ça vaut dans d'autres activités que la franchise. On concentre 40% de nos effectifs autour de l'Île-de-France. Donc, peut-être avoir pas pour tester, ça peut être pour tester. On pourrait se la faire équiper par les partenaires, par exemple, mais ce serait surtout pour avoir un magasin école, quoi, dans lequel on pourrait former des gens qui pourraient partir après dans des agences ou monter des agences eux-mêmes. Ouais. Quelque chose de proche de chez nous, qui soit un levier pour aller chercher de la croissance à nouveau. C'est pas une stratégie. C'est pas une stratégie à proprement parler. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous trotte. On va revenir dessus parce que justement la formation est un point important que tu as mis en place chez Guy Hockey. Quand tu prends la présidence de Guy Hockey en 2020, et on s'arrêtera là pour après parler du marché et revenir ensuite en détail sur Guy Hockey. Mais en 2020, Guy Hockey, c'est quoi l'image est-ce qu'il y a des enjeux de développement? Quelle est la taille du réseau? Qu'est-ce que tu prends en main, en fait? Moi, je prends en main déjà en tant que directeur développement en 2015, déjà. Un réseau avec 390 agences, un déficit chaque année, et qui sera revendu à Arche en 2019. Et donc, c'est sous la présidence de Philippe Briand et donc d'Arche que je vais prendre la direction générale puis la présidence. Mais déjà, depuis de 2015 à 2018, je suis le directeur développement. On va passer de 390 à 550 agences en propre. Donc déjà, je maîtrise le cœur de l'activité d'une franchise, c'est-à-dire son développement. Donc moi, je fais mes armes à ce moment-là. Et à l'époque, il y avait un peu des fights dans le comité de direction où j'en avais un peu assez de vendre beaucoup et que ce soit pas livré par la marque. J'étais un peu fâché. Voilà. Et j'avais demandé, le directeur général, pour le coup, avait été bien inspiré. J'avais mis 2 intégrateurs chez moi et donc je gardais les agences qu'on signait au moins sur 6 à 12 mois avec moi. Donc j'avais un peu toute la partie business, en fait, entre le développement et l'animation. Donc ça, c'est ce que je mettrais. À partir de 2020, quand je prends la présidence, et même à partir de 2018, 2019, au moment où on est racheté, j'ai déjà les clés de la boîte. Je suis pas président, mais j'ai déjà les clés. C'est-à-dire que c'est moi qui prends des décisions assez larges. On est en codirection avec un DAF. Donc c'est un truc un peu particulier. Et à ce moment-là, moi, j'ouvre tous les tiroirs. C'est quand on me donne la présidence en 2020 que je mets en application, par contre, en revanche. Oui, Même en 2019. C'est important ce que tu dis, c'est qu'en fait, en prenant la présidence, tu avais déjà bien audité l'existant, tu connais bien le machin, et tu sais ce qu'il y a à mettre en place. Exactement, on avait déjà des idées. Voilà. Et tu vas nous expliquer ce que tu mets en place dans pas très longtemps, mais avant que tu nous expliques finalement comment fonctionne Guy Hockey aujourd'hui, on va faire un petit stop sur le marché. Tout le monde connaît le marché de l'immobilier, ou croit le connaître. Tout le monde a du moins un avis sur le marché de l'immobilier, qu'on soit propriétaire ou locataire son logement. On est concerné par le sujet, il faut bien habiter sous un toit. Je le disais en introduction, le marché, il est compliqué, ou complexe, ou pas facile à lire. Est-ce que tu peux nous partager un peu ta vision de ce sujet-là? Alors déjà, c'est un marché durablement porteur. Voilà, c'est sûr. Un marché d'investissement, c'est un marché dans lequel on va capitaliser. Alors évidemment, c'est un marché un fort potentiel, pas potentiel, mais beaucoup d'émotions dans l'achat d'une maison. C'est le foyer, ça concentre quand même, c'est le plus gros poste de dépenses des Français, c'est près de 30% des dépenses des Français. Donc c'est mais c'est un marché durablement porteur. On le voit sous une temporalité qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire court terme, j'achète ou je vends. Et c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Le marché, les prix évolueront tout le temps. Et ça, on peut je sais pas si on doit les remercier, les politiques depuis 6 ou 7 ans là qui ne construisent pas, font que de toute façon tout ce que vous investissez aujourd'hui, ça vaudra plus cher demain parce qu'il y a de moins en moins de construction. On est en une pénurie de logements, donc les prix ne feront qu'évoluer. On peut retourner dans tous les sens, à moins d'encadrer le truc, ce qui n'arrivera pas. Là, on le fait sur les loyers, mais ça marche pas. En dehors de faire ça,
c'est un marché, il faut le dire, durablement porteur. C'est-à-dire quand on achète ces murs, on sécurise quoi, ou nous, nos enfants. Enfin, quand on achète ces murs, qu'on capitalise plutôt que de faire à fond perdu en location, forcément on sécurise. Après, il y a une question de moyens. Il y a des moments dans la vie, on n'a pas les moyens de faire autre chose que louer, et d'autres moments, on peut acheter. Mais en tout cas, j'encourage tout le monde à acheter, 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 et on voit. De toute façon, les Français ont une appétence très forte au marché. Donc le marché, là, il était, si je prends l'espace-temps qui nous intéresse, celui qui dit que c'est difficile en ce moment, ben oui, il y a eu une période. Alors, du point de vue des Français, c'est pas que le marché de l'immobilier qui a été difficile. Du point de vue des Français, il y avait de l'argent pas cher il y a pas longtemps. Mmh. Il y a encore quelques années, 2018, 2019, 2020, arrivant à 1%. Donc ça, c'était pas cher. Donc du coup, on a vu quand même beaucoup de ventes se faire. Mais à chaque fois qu'on aide, il faut le savoir dans ce métier-là, à chaque fois qu'on aide l'acheteur, c'est le prix qui monte. Donc c'est le vendeur qui récupère. Ça vous donnez une aide dans l'ancien, hop, c'est tout de suite le vendeur. Assez rapidement, le marché se corrige et c'est le vendeur qui récupère la galette. Donc on fait des primo riches un peu, c'est un peu débile. Euh, donc là, il y a cette idée-là aujourd'hui qu'on a, on a un marché avec l'argent pas cher qui commence à se dynamiser. Et puis ensuite, pour des événements malheureux, dans la Ça veut période dire, en Covid, fait, dynamiser, ça veut dire il est plus assez de ventes. fluide. Oui, Oui, c'est ça. plus de ventes. Il y a un nombre de ventes Plus de ventes. record. Plus de ventes, et puis ça veut dire aussi que c'est bien pour les Français, parce que si on achète plus vite, plus fort, et que plus de gens achètent, plus de primo-accédants, ça veut dire qu'il y a des aides, parce qu'on aide à l'accession à la propriété, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est bon aussi pour les agents immobiliers. Ce qui est bon pour les Français est bon aussi pour les agents immobiliers. Et puis après, il y a eu une augmentation, et là pour le coup qui a été bonne pour les agents immobiliers, mais pas bonne pour les Français, une augmentation du nombre de transactions qui a été faite pour des mauvaises, pour des événements malheureux que sont les décès et les divorces de la période Covid. Parce que ça, on l'a pas souhaité en tant qu'agent immobilier, mais la réalité de ce marché, c'est qu'à l'époque, on se rappelle, c'était une guerre sans fusil, c'était les morgues étaient surchargées, les hôpitaux surchargés à l'époque du Covid. Tout ça, ça met des biens sur le marché. Et ensuite, les divorces. Il y a eu 25% de divorces en plus en fin d'été 2020. Donc ça aussi, ça a mis des biens sur le marché. Donc ça a anormalement boosté ce marché jusqu'à 1 200 000 transactions, quand la moyenne dans l'ancien, avec notre démographie, se trouverait plutôt aux alentours de 800 à 900 000. Donc ça a boosté normalement, ça a créé des vocations énormes. Il y a tout le monde voulait faire de l'immobilier. Donc là, 2020, 2021, 2022, elle a fait au village. Et puis ensuite, après, derrière, contraction. Et là, pour le coup, c'est pas l'immobilier. C'est peut-être par l'augmentation des taux. Mmh. L'augmentation des taux, parce qu'on n'allait pas rester à 1% éternellement. Donc revenir à des taux normaux, 3 à 4%. Ça a contracté le marché, ça a enlevé des primo-accédants, puisque si on augmente les taux de crédit, on grève le pouvoir d'achat pouvoir investir des Français. Voilà, au lieu de pouvoir emprunter 200 000, on va pouvoir Ah ben, emprunter 150, 150. donc on reste locataire, Mmh. parce qu'on se dit c'est pas les mêmes. Et ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine, l'augmentation des matières premières, du blé, L'inflation. l'inflation, et la perte de pouvoir d'achat des Français, et le climat ambiant un peu morose. Oui, c'est ça, Voilà. l'insécurité Ouais. psychologique parfois, Ouais, hein, psychologique parfois. pas forcément justifiée, de dire: «Oh là là, je sais pas très bien comment ça va évoluer, je reste attentiste. Je vais pas vendre ou je vais pas déménager», Oui, mais après, alors, oui, ça, c'est ce qui crée justement des bouchons à des moments donnés, mais ils s'abordent pas de la même manière que quelqu'un qui va vendre du pain. C'est une temporalité, l'immobilier, qu'il faut prendre en compte. De la même manière qu'il faut la prendre en compte pour gérer son entreprise. Il faut coffrer, il faut avoir 16-18 mois de trésorerie sur son compte avant d'être tranquille et de commencer à dépenser. C'est un autre métier, c'est un peu ça se gère pas de la même manière. Tous ceux qui font ça, faut avoir de la récurrence, avoir de la récurrence, de la gestion locative qui donne de la récurrence, de la location qui donne du cash plus rapidement. Il faut avoir un tout petit peu de tout, et les agences qui font ça, elles fonctionnent plutôt bien. Elles sentent pas les crises d'ailleurs dans l'absolu. Au pire, elles perdent un peu de trésorerie qu'elles reconstituent une fois sorties de crise, et elles arrivent à absorber. Et les crises, elles sont cycliques, elles sont de plus en plus rapides, et elles sont de plus en plus, de moins en moins espacées dans le temps. Et ça n'arrête pas. Mais la réalité, c'est que si on a acheté 100 il y a 10 ans, dans 5 ans, on vendra 150 ou 160. Ça, c'est sûr, parce que, un, les prix continueront d'évoluer pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, c'est-à-dire on n'a pas suffisamment construit, et deux, au moins, à minimum, on aura mis de côté, quoi.
Dis-moi, est-ce qu'il y a des disparités géographiques? En te posant la question, évidemment, j'ai des éléments de réponse en tête. Le marché parisien n'est pas le même que celui qui peut se trouver dans le centre de la France. Comment tu vois ça? Est-ce que finalement, ces disparités, elles sont aussi à prendre en compte dans l'analyse du marché? Alors, évidemment qu'il y a des disparités. Alors Paris en est une, hein, c'est la grosse disparité, c'est Paris, hein. Mais il y a des disparités en ville moyenne, en grande agglomération, en périphérie de ville, voire dans la pampa. Il y a des disparités, mer, citadin, montagne, forcément. Nous, on est un observatoire national pour le coup avec nos 500 boutiques. On est un observatoire national de ces transactions. On crée, comment on voit ça? Ben, on voit ça évoluer. Il y a eu, le Covid il y a eu cette chose-là aussi forte, le Covid, c'est que qui a boosté aussi les ventes, c'est l'envie de verre. Mmh. Où les gens, le télétravail et l'envie de verre. Ça a quand même et c'est durable. C'est-à-dire que l'envie d'un balcon ou d'un petit bout de jardin, on le sent encore dans les demandes aujourd'hui assez fortement. C'est à ce point qu'en 2020, ça les 2 mois enfermés, c'est Ça a eu encore un très impact, marqué. C'est ouais, encore très fort. très, très marqué chez les gens. C'est un vrai traumatisme Mmh mh. et on le sent encore maintenant. Donc cette envie de verre, bah, qui a boosté forcément les villes moyennes, puisque quand on est à Angers, quand je pense à ça ou à Amiens, bah, c'est libre, on est quand même à 1 heure et demie de Paris. Donc il y a eu ça, qui a boosté les villes moyennes, les périphéries aussi également. Puis après les prix se sont régulés. Les prix se régulent à chaque fois de toute façon. Là, ils ont baissé un temps, il suffit d'attendre 1 an ou 2 et hop, ça remonte, hein. Quand tu parles du verre, ça me fait penser aussi au marché de la maison secondaire. Est-ce qu'il s'interprète un peu différemment? Le marché de la maison sec non, parce que nous, on administre le territoire national. C'est juste qu'il y en a qui vont faire plus de maisons secondaires que d'autres. C'est tout. OK, et celui des investisseurs? Alors celui d'investisseur, il représente environ 7% du marché. Les investisseurs, ils représentent 7% du marché. Ils se boostent selon si, il y a des investisseurs, on pourrait les primo-investisseurs, voilà. Des petits jeunes qui vont, s'acheter leur mur. C'est des gens plus rompus en général, les investisseurs qui achètent des murs et qui mettent en location, qui font des opérations de marchand de biens qui revendent. Ça reste 6 à 7%, assez, paradoxalement, ça reste toujours 6 à 7% du marché. Ça se booste jamais trop, ça reste autour de ça. Donc ça bouge petitement et OK. ça n'a pas d'impact. Je vais donner un exemple. Ça n'a pas d'impact. Quand la LGV, la ligne, TGV Bordeaux, Paris, a été décidée, c'est longtemps avant qu'elle ouvre. Elle a ouvert en 2017. Les investisseurs, ils auraient pu, à ce moment-là, mettre le poids sur Bordeaux et on aurait vu les prix exploser. À aucun moment, on a vu les prix exploser pendant les 10 ans de construction de la ligne. Jamais, jamais. Les prix ont explosé le jour de l'ouverture. La ligne s'est ouverte et les prix ont explosé. Et là, on voit bien que c'est pas les investisseurs, c'est pas les 7% qu'on pesait sur le marché, qu'on fait des augmentations de 17% du prix mètre carré à Bordeaux. C'est bien les gens en règle générale. Donc c'est pas les investisseurs, ça n'impacte pas le marché. OK, c'est Ouais. important de le souligner. Aujourd'hui, on enregistre là, on est en juillet 2025. Comment se présente la situation? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour le deuxième semestre de l'année? On a passé 1 année et demie difficile, le fin 2023, début et toute l'année 2024, assez difficile pour les agences immobilières et donc de facto pour les Français de la même manière parce qu'on pouvait, moins acheter, moins de transactions. Le marché s'est lourdement contracté par le truchement de l'augmentation des matières premières, de la perte de pouvoir d'achat, l'inflation et l'augmentation des taux de crédit. Et là, aujourd'hui, ça semble revenir à son équilibre. Et puis encore une fois aussi, comme ça avait été boosté, bah, ça a créé des vocations. On était très nombreux comme agents immobiliers, tout le monde voulait faire de l'immobilier. On est très nombreux. Là, aujourd'hui, on l'est un peu moins. Il y a eu beaucoup de défaillances dans ce métier-là. Beaucoup. On Beaucoup de revient à défaillances. des niveaux de quoi? 2019? On revient à des niveaux 2018-2019. On va revenir au nombre d'acteurs pour faire ce métier. Il y a eu des modèles économiques qui se sont montés, des modèles qu'on appelle agents mandataires avec une seule carte T et puis plein de gens Ouais, qui font le boulot à partir de chez eux. ouais. Donc il y a eu ce modèle-là et ce modèle-là est à mon avis durablement ancré en France, avec les agences vitrées d'un côté et puis les mandataires de l'autre côté. Et ce qui a été perdu, c'est pas plus les mandataires ou plus les agences, c'est les bons et les mauvais.
Là, Dans les 2 cas, c'est-à-dire côté agence ou côté mandataire, quand un marché se contracte, si vous avez un bon mandataire, voilà, vous pouvez aussi avoir une mauvaise agence. On peut avoir une très belle agence et très mauvais mandataire. Ouais. C'est une question de personne, ce métier, et de compétences. Et les crédits, l'accès au crédit? Bah, ça s'est stabilisé aux alentours des 3%, donc ça passe. Après 3% ou 4%, ce qui était anormal, c'était 1%, hein. Faut quand même remettre l'église au milieu du village, c'est 1% qui était pas normal. On prête pas à 1%, les banques, elles gagnaient pas d'argent. D'ailleurs, si elles ont augmenté leur taux, c'est parce qu'il y a un moment donné, il fallait que ça tienne, quoi. Ça pouvait pas tenir durablement. Non. Et dernière question, par rapport au marché. Je prends Paris, alors je suis désolé pour ceux qui écoutent qui ne sont pas parisiens, mais Paris étant une particularité dans le marché quand même assez importante, puisque je sais pas quel est quel volume ça représente à 25%. 25%. Donc globalement la taille de la population, 20-25%. On a vu moins de transactions, mais on n'a pas vu tellement les prix baisser. C'est-à-dire que c'est pas les 3-4%, 5% de baisse. C'est-à-dire que la baisse des transactions n'a pas engendré une baisse hyper sensible des prix. Si, je me trompe? Paris, c'est pas challengé avec Angers ou Poitiers. Paris, c'est challengé avec Londres. C'est une ville européenne, même internationale, Paris. Donc c'est toujours, Paris, ça reste Paris. C'est un investissement. 1, c'est très cher. 2, vous allez avoir un retour sur investissement. Il va falloir 29 ans pour le faire. Mais par contre, c'est stable, quoi. Vous savez que quand vous allez à la revente, ce sera toujours plus cher, quoi. Et Paris, ça sera toujours plus cher. Donc finalement, aujourd'hui, l'idée pour un achat type investissement, vaut mieux aller voir en province qu'à Paris. Si c'est de l'investissement, oui. Ouais. Mulhouse, Limoges. Oui, clairement. Ouais. Bon, Oui. Merci pour ce partage du marché. Et dans ce marché, justement, Guy Hoquet, on revient un peu en arrière. Tu prends la présidence et tu as fait ton audit, tu ouvres tous les tiroirs. Qu'est-ce que tu mets en place? C'est quoi la stratégie que tu dessines pour l'entreprise? Déjà, au départ, j'avais 2 curseurs sur mon bureau de façon naturelle, le chiffre d'affaires par collaborateur et le chiffre d'affaires par agence. Mon travail à moi, c'est de faire évoluer. Mon premier client, c'est le franchisé et son collaborateur, hein. Et mon deuxième client, c'est c'est du le client final. B2B2C. Exactement. Donc moi, mon premier client, celui qui me paye, c'est le franchisé et ses collaborateurs par le chiffre qu'ils font. Donc la première chose, c'est le chiffre d'affaires par collaborateur. Je me dis, si chez Guy Hoquet, on a un chiffre d'affaires par collaborateur élevé, on va plus naturellement venir chez nous. Le chiffre d'affaires, entendons nous c'est dire, les honoraires réalisés. C'est ça, c'est pas la maison à 500 000 euros, c'est pas du chiffre d'affaires. Ah non, pas du tout. Ça, c'est du volume d'affaires. C'est du volume d'affaires. Ouais. Je vois bien la différence, mais je préfère toujours la rappeler. Le chiffre d'affaires sont les honoraires réalisés par le collaborateur. Et donc, je me dis, moi, qu'est-ce que gagne un collaborateur et ce que gagne un patron? C'est ça. Quand on nous fait confiance, c'est quoi le modèle économique que moi je vends? Parce que je fais pas d'immobilier, moi je fais de la franchise. Donc c'est ces 2 premiers curseurs et puis ensuite après on descend beaucoup plus rapidement. Je m'aperçois que mes curseurs je suis dans le top 3, dans le top 4 des groupements d'agences. Je suis plutôt bien placé, mais il y a un truc qui me dérange et j'en parle avec d'autres dirigeants et dans les discussions que je peux avoir avec d'autres dirigeants de l'immobilier, voire des syndicats de la même manière, c'est le turnover. Je le trouve catastrophique. Moi, je constate à un moment donné qu'on a 1000 personnes qui nous rejoignent dans l'année et j'en ai 900 qui partent, quoi. Alors, on communique beaucoup sur les 1000 qui sont venus, assez peu sur les 900 qui partent. Alors, moi, ça devient un sujet important. Mais comment c'est possible que 9 personnes sur 10 rentrent dans nos agences et repartent? Donc, on regarde à ce moment-là et on met le curseur à 2 ans. Considérant, à l'âge comme ça, hein, on se dit 2 ans, considérant qu'au bout de 2 ans, si tu fais ce métier-là qui est payé quand même à la com, qui est payé au résultat, forcément, tu vides ce métier-là. Et on regarde et on s'aperçoit qu'il y a 24% des gens qui composent le réseau qui ont plus de 2 ans d'ancienneté. Et là, patatras, quoi. On se dit, on est fragile. Même si on fait beaucoup de chiffres, même si on est un réseau de premier plan, on est quand même, je me sens fragile sur ce sujet-là. Et j'ai la chance d'avoir un réseau avec un modèle économique léger, c'est-à-dire assez low cost, puisqu'il s'est créé un des derniers qui s'est créé, il s'est créé sur la base d'une redevance fixe, très peu variable à 2%, alors que tous mes concurrents sont à 6%, donc j'ai un espace à ce moment-là d'augmentation
que j'aurais fait, mais je mets quoi en face, quoi. Je mets quoi en face. Donc voilà tous les constats qu'on fait. Et une autre chose aussi, je regarde dans les 24% de gens qui ont plus de 2 ans, 87% sont formés par nous. On le voit, on a la data et ils sont formés par nous. Et j'imagine que les 13% restants, c'est les mercatos. Donc il n'y a pas loin à penser que 100% des gens qui ont plus de 2 ans sont formés. Et la formation, à ce moment-là, n'est pas du tout obligatoire, parce que j'ai 25% de gens formés seulement. Là, quand tu parles de formation, c'est formation Guy Hockey ou c'est formation métier d'agent immobilier? C'est quoi le terme formation? Formation, c'est la formation qu'on fait dans n'importe quel réseau d'agence immobilière. Alors, il n'y a pas de différence là-dedans, c'est sensiblement les mêmes. Les noms changent, mais le contenu est le même. C'est la production c'est la chaîne de production d'un agent immobilier. J'étudie mon marché, je prospecte, j'ai des estimations, je découvre le projet de mon vendeur, je découvre son bien, je prends un mandat, je le commercialise, j'ai les acheteurs. Ça fait une offre, un compromis, une vente. Voilà, ça c'est la chaîne de production. Donc on apprend aux gens juridiquement, commercialement, digitalement, vous savez, comment on s'organise dans ce métier. Et cette formation-là, elle est la même un peu partout. Mais les gens formés restent, les gens pas formés ne restent pas. Et je regarde, c'est assez marrant parce que j'ai 25% de gens ou 24% de gens qui ont plus de 2 ans et j'ai 25% de gens formés. Donc on se dit là, il y a un truc, quoi. C'est-à-dire que les gens formés, globalement, ils restent. Donc on va, mon côté militaire, tout de suite me vient, je vais obliger à la formation. Je vais rendre obligatoire et contractuel, ce qui est un peu à la hache. Comment on fait la formation? T'as un centre de formation et puis par groupe, les gens passent. Ça dure combien de temps? Ça dure une semaine et une semaine vendeur, une semaine acheteur. Ouais. C'est comme ça que ça s'appelle. Une semaine, et puis entre les deux, 1 mois avec un plan d'action qui est jamais réalisé. Et puis, si je t'apprends à faire le compromis aujourd'hui et que je te demande de le faire 3 mois plus tard, il te restera rien de cette formation-là. Donc, on décide de changer le modèle économique, d'augmenter notre redevance variable. Moi, je fais à ce moment-là 1,2 million, 1,3 million de formation. Et eux sont remboursés par les OPCO quand ils veulent bien se faire rembourser. Donc, et les partenaires, et c'est quand même, j'abandonne un chiffre de 1,3 million. Et j'augmente la redevance variable. Donc là, c'est un peu, on fait beaucoup de calculs de risque, on stresse le sujet dans tous les sens, on sait que les gros vont nous quitter. Bon, ça, c'est une évidence. Donc, comment on va se retrouver plus affaibli encore? Mais comment on fait pour changer ce modèle-là? Et on fait un calcul de risque sur la première année. On se dit, on aura une centaine d'agences sous ce modèle-là, parce que un réseau de franchise, c'est 5 ans les contrats. Donc, on change un réseau en 5 ans. Et sur les 500 boutiques, on se dit, il y en aura que 100 à la fin de l'année. Donc, on fait nos calculs de risque avec ça, les formateurs en fonction, enfin, on juge. Et en fait, j'aurai 100 agences au mois de mars. Je le démarre en début 2021. J'aurai 100 agences au mois de mars et 300 agences en fin d'année, quoi. Donc, le truc, en fait, le réseau adhère à mort au truc, quoi. Ils ont s'en fout de payer plus cher. Nous, ce qu'on veut, c'est beaucoup plus de formation. Et ils se mettent à consommer assez fortement de la formation. Aujourd'hui, j'ai 47% des gens qui ont plus de 2 ans en entreprise. Ah oui. Le turnover est T'as doublé le nombre de collaborateurs stables. Donc, on est beaucoup plus solide. Même si on a perdu les gros, on est beaucoup plus solide. Donc, le modèle fonctionne bien. On sait que les gens formés produisent beaucoup mieux. Je crois que c'est 27 000 euros, la data, la dernière, en date, celle de 2024. 27 000 euros quand on est formé, c'est ce qu'on produit en plus dans l'année. Donc, c'est économiquement viable pour l'entreprise. Maintenant, voilà, il nous faut développer, mais on a changé ce modèle-là et donc on a changé notre modèle économique. Et ensuite, ça suffisait pas parce que 47%, il y a des gens qui payent. Alors, je devrais être content, économiquement, je devrais être content. Il y a des gens qui payent et qui ne consomment pas. Eh ben, c'est un échec pour moi. C'est-à-dire que les gens qui payent et qui consomment pas. Qui payent aujourd'hui le nouveau contrat, il fait que tu payes plus cher, donc ta redevance. Tu parles du franchisé, du franchisé, paye sa redevance de franchisé. Mais il ne consomme pas l'information. Ouais. Et alors qu'il pourrait la consommer. Ça fait partie du package. Ça fait partie du package. Et il ne la consomme pas. Donc là, c'est un échec. Alors que économiquement, c'est intéressant. Il la consomme pas, donc je la délivre pas. Donc j'ai pas de ressources à mettre en place. Ouais, mais en même temps, ils vendent moins. Donc, ils vendent moins. Tout est variabilisé, donc tu touches moins. Donc c'est un échec. Donc pour toi, c'est un investissement à la formation. Exactement. Avec un bon ROI. Oui, un bon retour sur mais pour eux surtout. Et indirectement pour toi. Et indirectement pour moi. Et donc on décide à ce moment-là de la changer. Aussi le fond de la formation, à l'image de la façon dont on consomme la formation et la formation. Aujourd'hui, on est dans les reels, des trucs qui durent plus de 2 minutes 30.
On n'est pas trop dedans, quoi. Ouais, on a perdu la concentration Oui, des formés. Oui, un petit peu. Donc, on fait des petits modules adaptés. Au départ, on fait des petits modules. En 2019, on démarre nos petits modules. On les filme, il faut les filmer, il faut les écrire, il faut les tourner, il faut les monter, faut les mettre en ligne dans une plateforme e-learning qu'on met, et mais on met plein de petits modules quand on a besoin. Ça marche pas trop bien, c'est pas très consommé. Par contre, on fait les petits modules en présentiel partout en France, ça marche super bien. La formation de 15 jours, on en fait un essentiel qu'on appellera essentiel en 3 jours. On fait des petits retours d'une demi-journée, et là, on diffuse l'information partout, puisqu'ils viennent pas le chercher. Avec des gens qui vont dans Avec les des agences. formateurs, exactement, dans les agences ou autour des agences, puisqu'ils viennent pas les chercher, on va leur amener plus loin. Donc on va aller les chercher Chez eux. sur le terrain pour leur apprendre. Et puis ensuite arrive l'intelligence artificielle avec ma plateforme d'e-learning qui décolle pas, qui est propriétaire, dans laquelle j'ai mis beaucoup de pognon et qui décolle pas. Et là arrive l'IA en début 2024. Et on intègre l'IA dans nos formations, on fait des avatars, on fait des modules de 300 mots qui durent 3 minutes, ça nous prend le temps d'écrire le module, c'est tout, puis après on le met dans l'avatar et hop, l'avatar délivre. Là, on se retrouve avec plus de 200 modules en ligne en ce moment, donc notre plateforme de-learning, elle prend une toute autre tournure. Alors attends, ça veut dire qu'il y avait un problème de contenu dans cette plateforme pour que ça prenne pas, ou alors d'intérêt à les consulter? Les deux. Je crois de contenu, parce que les contenus étaient trop longs, on faisait des contenus de 10, 15, 20 minutes. Là, Quand tu on les a eu as c'est raccourcis. fini. Là, on a même démarré. On a pris nos vieux contenus, on les a mis dans l'avatar. Et c'est, enfin, tu te colles pas 25 minutes de formation le matin, quoi. En revanche, à l'idéal aurait été, je pose la question, j'ai ma réponse, mais ça, on va le voir plus tard. On fait les avatars, et les avatars, ça permet, déjà, la possibilité de poser la question à l'écrit et de dire, bah voilà, j'ai un problème avec, et il sort une réponse, il formule une réponse, la plateforme formule une réponse, et elle ramène les modules dans lesquels elle a trouvé sa réponse. Donc ça, c'est déjà pas mal, c'est une vraie avancée. Ça, c'est l'IA qui fait ça. La technologie de l'avatar, elle est impressionnante. On va surfer dessus en communication, on va en voir. Et elle est rendue obsolète 6 mois plus tard par la même IA qui sort le moteur de recherche conversationnel. Je pose la question, et là c'est ça que je dis, je pose la question à mon téléphone et mon téléphone me répond. C'est quoi le déficit foncier? Il me répond. Je suis à côté d'un client, je sais pas de quoi on parle. Sur ma prime rénov, j'ai le droit à quoi? J'ai le droit à quoi sur ma prime rénov? Et le téléphone répond. Et là, on a un outil qui rapproche vraiment l'apprentissage du geste et donc qui crée de la compétence durablement pour le coup. Puisque si je t'apprends un geste et que tout de suite derrière tu le fais avec un client, l'expérience est faite, c'est bon. Oui, et en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que la formation, elle est en direct pendant que le moment est vécu. Exactement. Et du coup, ça imprègne beaucoup mieux. Exactement. Et donc ça, et ça ne met pas de côté la formation présentielle. La formation présentielle, elle était, moi déjà, j'avais demandé en 2018, j'avais dit aux formateurs un truc, c'était caricatural. Ils avaient beaucoup rigolé, mais j'avais dit, vous avez compris l'esprit. J'avais dit 80% de votre formation, c'est des slides et c'est descendant, et vous avez 20% de jeux de rôle dans 10 jours. C'est énorme. Vous faites trop de descendants. Je voudrais que vous m'inversiez ça. Vous débrouillez, vous me faites 20% de slides et 80% de jeux de rôle. Il m'a dit, mais c'est pas possible, il y a trop de descendants, il y a du juridique, il y a du digital, on peut pas faire ça. Puis, j'ai dit, non, évidemment, je demande pas de faire ça, mais on va aller vers ça. Aujourd'hui, on peut faire ça. C'est-à-dire qu'on peut parler de façon succincte du juridique en disant, de toute façon, vous inquiétez pas, vous le retrouverez dans votre téléphone, mais je vais quand même vous en parler. Et on laisse la place à beaucoup plus de savoir-être que de savoir-faire, et beaucoup plus de jeux de rôle et de mise en situation, parce que finalement, en fait, le personnel se sent plus engagé dans la formation parce qu'il n'a pas à se dire que je dois retenir un truc, prendre des notes. En fait, toute manière, cette information-là, il l'a, mais là, on l'expérimente avec le formateur. Exactement. Pourquoi on a un turnover important dans les métiers, et je vais bien au-delà de l'immobilier, dans les métiers de commerce payés au résultat? Parce que taper à une porte et de se prendre une porte, il n'y a rien de plus douloureux. On s'en rend pas compte parce qu'on sait faire ce métier, qu'on a tapé aux portes, qu'on a vendu des tableaux. Mais avant, c'est d'une très grande violence de demander à des jeunes de 20 ans d'aller taper aux portes et de se prendre et puis les gens, ils sont excédés de voir des gens immobiliers tout le temps et tout. Donc c'est un métier très difficile. En revanche, si je t'entraîne dans une salle pendant 3 jours à répondre aux gens, à retourner la situation, à faire qu'une personne fâchée, ça finisse par devenir ton ami, parce que c'est ça ce métier. Comment je t'apprends, je te donne des clés pour le faire, mais je te déverrouille.
ça te déverrouille. Et là, tu vas plus en prospection apeuré en te disant ah là, faut encore que j'aille en prospection. Alors que la prospection, c'est quand même le cœur de l'activité d'un commercial. C'est l'essence même de son métier. C'est ici que ça se passe. Dès qu'on a décroché un client, c'est facile de l'emmener à une estimation, un mandat. Mais comment je détecte les projets de vente, d'achat ou de location sur mon terrain? C'est bien en allant au contact. Bon, alors il y a plein d'autres Oui, manières de le faire, mais il y en a tout cas, ça permet de mettre de l'être et surtout des mises en situation réelles. Et donc, ça déverrouille les gens et quand ils vont sur le terrain, bah, ils ont déjà testé de façon bienveillante dans une salle de formation toutes les situations qu'on connaît déjà par cœur en formation qui peuvent leur arriver sur le terrain. Oui, parce que tu as en fait évoqué un point important. Pour pouvoir vendre, il faut avoir des mandats. Mmh. Et pour trouver ces mandats, c'est pas toujours simple. Quelle est la part des outils digitaux dans la recherche de mandats? Est-ce que vous faites de l'acquisition? De lead? Ouais. Oui. Oui, on fait ça, on a tous ces outils-là. Mais bon, c'est bon, si la machine l'a fait pour toi, c'est bien. On les prendra, on ira les appeler, on les servira, il y a pas de sujet. Évidemment qu'on n'a pas seulement la vitrine en prospection à pied et la boutique. Évidemment qu'on a aussi un commerce sur internet. Donc on a tous ces outils-là, mais l'agent immobilier, le bon agent immobilier, celui qui va finir par avoir des contacts sans même se déplacer, c'est celui qui est connu de tout le monde. C'est Ouais, celui c'est qui le est dans réseau, toutes en les fait. instances. C'est celui qui est connu à l'école, qui est connu dans les instances sportives, dans les instances commerçantes, celui qui est connu un peu partout, qui est connu dans le quartier. C'est celui qui claque la bise aux gens. C'est cette personne-là qu'il faut être. Donc ça n'empêchera pas de traiter des leads entrant par Internet. Il faut d'abord incarner ce qu'est l'agent immobilier. Bien sûr. Voilà. Une fois que la relation est établie, est-ce que il y a des outils digitaux qui viennent l'aider, l'amplifier, l'améliorer? Que ce soit un vendeur, un bailleur, ou de l'autre côté, un acheteur ou un locataire. Il y a tout un pack digital aujourd'hui qui nous permet de faire les annonces, de faire des posts sur les réseaux sociaux, mais on sait ce que ça vaut. Tout ce qui est automatisé, c'est bien, ça couvre la toile. Mais et moi, je suis content de ça. Moi qui suis un peu plus vieux, je suis content de ça. On revient souvent à l'échange entre les gens. Les meilleurs agents immobiliers chez nous, c'est rarement les plus digitaux. OK. Bah, c'est rarement les plus digitaux. C'est par contre les éminemment humains, quoi. Ouais, non, ça, on l'a bien compris au travers de tout ce que tu nous as dit, c'est que la notion de relation humaine, elle est fondamentale, elle est clé, c'est presque une clé de voûte du dispositif de Guy Hockey. C'est ce qui fait aussi peut-être sa différence par rapport à la concurrence et justement cette qualité dans la relation humaine. C'est quoi les projets de développement pour Guy Hockey? Après, on parlera de la relation consommateur. C'est quoi la suite de l'histoire? Aujourd'hui, on est en juillet 2025. Combien d'agences? Est-ce qu'il y a vocation à en ouvrir d'autres? C'est quoi la suite de l'histoire? Un réseau de franchises comme le nôtre qui peut couvrir le territoire national avec, je pense entre 800 et 1000 agences. Donc ça, c'est l'objectif. Ça reste toujours l'objectif de Là, on est à développement. 500? Oui, on est à 500, Mmh. donc là, c'est l'objectif de développement. On va continuer de se développer comme on le fait avec notre service développement. On met le poids du corps sur ça parce que maintenant qu'on a un peu tout changé et qu'on a une belle machine qui fonctionne bien, dont on sait dire qu'elle fonctionne bien, maintenant, il nous faut accélérer. Donc ça, c'est la partie développement. Sur la partie IA, j'ai vu une plateforme d'e-learning qui réponde à l'intégralité là, aujourd'hui, elle est en construction, elle a 200 modules. Je pense qu'elle aura à terme 1000 modules, 2000 modules. Parce que je vais y mettre dedans de la pathologie du bâtiment, je vais y mettre de la rénovation énergétique, je vais y mettre du courtage financier, de l'assurance, du déménagement, enfin, tous les services inhérents, Annexe, tous les tout services annexes. l'écosystème, en fait, autour de l'immobilier. Toute notre volonté, nous, c'est un métier qui a été attaqué par des pure players, hein, dernièrement, qui ont levé des centaines de millions d'euros et qui n'ont pas fonctionné. Ils ont considéré que l'agence, et limite même l'agent immobilier, c'était fini. Que le client allait se débrouiller tout seul sur le digital. Comme ils ont été très nombreux à le faire et qu'ils ont levé énormément d'argent, on s'est forcément, nous, posé la question. Mon travail à moi, c'était de me poser la question. Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Est-ce qu'ils ont des études que je n'ai pas? Et on a posé la question aux Français sur l'intermédiation de demain. Et on n'a pas parlé de modèle.
ni de digitalisation. C'est comme on peut les aider, les gens savent ce qu'ils ont à leur disposition. On a posé la question de l'intermédiation. La première chose, c'est la relation à la personne. Non seulement on donne de la confidentialité avec nos impôts et nos revenus, mais on donne aussi de l'intimité. Décès, divorce, mariage, naissance. C'est ça l'agent immobilier. Donc, la première chose chez les Français, c'est la relation à la personne. Parce qu'il y a un truc, on le disait tout à l'heure, hein, c'est que c'est humain, mais c'est l'émotion. Quand tu parles de l'intime, tu touches à quelque chose de fortement émotionnel. Tu le disais, hein, acheter sa maison, bah c'est pas rien, c'est le foyer. On comprend finalement, en t'écoutant, la raison pour laquelle l'humain est tellement important. C'est central et c'est quand je dis c'est pas ce que nous on décide de faire parce que c'est une aspiration des Français. On répond à une aspiration des Français. La deuxième chose, c'est l'agence immobilière. Ça leur donne confiance. Donc quand tu parlais de projet, il va nous falloir refaire nos agences immobilières. Un projet, à mon avis, assez rapide, puisque déjà, si j'en parle, Le refaire, donc ça veut dire déjà dedans. l'agencement. L'agencement, je pense que le patron, dans sa grande chaise au fond de l'agence, c'est l'assistante devant. Je pense que c'est révolu. Je pense que c'est un point d'interconnexion. On a déjà un essai en ce moment en cours sur une autre activité. J'en parlerai. Mais je pense que l'agence, elle doit être revue comme un point d'interconnexion éminemment digital, beaucoup plus ouvert. Il va falloir s'inspirer de choses. En tout cas, l'intérieur de l'agence, c'est quelque chose qu'on va revoir assez rapidement, je pense. Voilà. Donc, parce que c'est important pour eux. Et la troisième chose, on avait démarré en 2018, mais c'est difficile de demander à un agent immobilier de faire toutes ces petites choses autour, tant il gagne bien sa vie en faisant la transaction seulement. C'est tous les services annexes. Nous, on a lancé en 2018 l'agence multiservice, considérant qu'on devait faire le crédit, on devait faire l'assurance, le déménagement. En fait, moi, j'avais une idée un peu marketée de dire, vous signez là et le reste, on s'en occupe. Voilà. Vraiment, limite, j'inscris tes enfants à l'école. Je m'occupe de tout. Parce que la troisième aspiration des Français, la relation à la personne et la confiance, l'agence pour la confiance également, et après, je veux qu'on m'enlève tous mes irritants, quoi. Parce que c'est fatigant de faire tous ces trucs-là. Et les honoraires arrivent en 6. Ça, c'est une information importante. Ça veut dire que c'est pas un sujet. Le prix de la maison est un sujet, est prioritaire, évidemment. Mais par contre, les honoraires ne sont pas un sujet pour autant que je sois correctement servi. Donc, dans les projets, Intéressant. Voilà. Quand on étudie ça, quels sont les projets de devenir? Un, déjà de développer, on l'a dit. Deux, certainement revoir l'intérieur de nos agences, assez rapidement. Accélérer le multiservice. Aujourd'hui, on a créé des marques qui sont Guy-Hockey Financement, Guy-Hockey Assurance, Guy-Hockey Expertise. Développer ça, l'agence multiservice, c'est finalement à la charge des franchisés de dire ok, ça je vais l'intégrer. Voilà, et après il est libre le franchisé, c'est s'il décide de le faire, il le fait, s'il décide pas de le faire, il le fait pas. J'ai déjà du mal de temps en temps à leur dire faites de la gestion locative qui est de la récurrence qui va stabiliser vos entreprises dans le temps et capitaliser aussi parce que ça se vend plus cher. J'ai déjà du mal. Alors si en plus il faut que je mette le multiservice, donc c'est un peu compliqué. Donc un axe d'effort qui va rester continu sans avoir d'exigence forte sur sa réalisation, mais on va pousser sur le multiservice en permanence. Multiservice, j'aimerais qu'on soit les premiers organisés à servir nos clients au-delà de la transaction, quoi. Parce que je pense que dans l'inconscient des gens, tiens, il y a un frigidaire, ça doit être une cuisine. Tiens, il y a un lit, ça doit être une chambre, 10 000 balles. Ça pique, même si c'est pas vrai, même si ça ne correspond pas au travail que fait l'agent immobilier, le ressenti d'un acheteur qui est venu visiter, qui au premier coup il a dit oui j'y vais, lui il a l'impression qu'il a fait une visite 10 000 balles, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas vrai. Il faut lui expliquer, il faut lui dire, c'est pas vrai. Il y a eu un énorme travail de fond à faire derrière. Donc moi je défends les agents immobiliers pour ça, mais il faut répondre au ressenti des gens, à cette perception qu'ils ont de nous. Et si on fait tout le multiservice, pourquoi le sujet de la com il n'existe plus, quoi. C'est bien clair. Et justement, cette relation client, elle n'est pas tout à fait simple, hein, parce qu'il y a le vendeur, l'acheteur. La notion de fidélisation, elle existe au travers de quoi, s'il y en a une? La relation à la personne. Elle n'existe pas elle existe, mais elle existe peu à la marque. Elle existe rattachée à la personne. C'est rattaché. Je leur dis très souvent, c'est pas la marque. La marque, elle vous aide au démarrage, elle vous permet d'avoir une identité, Tu veux dire de par faire là venir des nouveaux clients. On est fidèle aux gens, c'est-à-dire à l'agent qui a réalisé la vente, parce que ça s'est bien passé, on va revenir vers lui. Oui, parce qu'on a confiance. J'ai une anecdote familiale sur ça. Ma sœur, il y a très longtemps, elle a acheté une maison et elle est allée voir un agent immobilier. Cet agent immobilier, il a été chez Orpi, chez Century 21, et je crois qu'elle est maintenant en indépendant. Et donc, elle
Elle a voulu acheter la maison. Elle a dit, par contre, alors, ma sœur, elle achète les maisons avec les enfants. Ils choisissent les chambres. Le pire client qui soit pour un agent immobilier, quoi. Les enfants décident. Voilà. Catastrophique. Et donc, la dame, elle reste et elle montre 7, 8, 9, 10 maisons à ma sœur. Et ma sœur lui dit surtout pas de résidence pavillonnaire. Hein. Surtout, attention, je veux pas de résidence pavillonnaire. Et à un moment donné, quand on a baladé un client 10 ou 15 fois, on commence à le tutoyer, on lui fait la bise et puis on lui dit, bon maintenant, tu vas arrêter de m'emmerder. Hein. Pardon. Et donc, c'est ce qu'elle dit un peu à ma sœur. Et elle dit, bon par contre, on fera le débrief après la maison, mais tu vas d'abord visiter cette maison. Évidemment, donc où elle rentre, une résidence pavillonnaire. Donc ça, elle boude un peu et elle rentre dans la maison. Ils y habiteront 9 ans avec ses enfants et son mari. Depuis, moi j'ai été des postes à responsabilité chez Century 21. Je suis le patron de Guy Hockey. Ma sœur en immobilier veut pas me parler. Elle ne parle qu'à cette dame. Et pourtant, elle a fait 3 marques. Donc ça image bien que c'est la relation à la personne et la relation de confiance. C'est je vais travailler pour toi, je vais m'occuper de toi, je sais ce que tu veux, je sais ce que tu veux pas. Et on a ses clients. On a ses clients. Quand on parle évidemment de l'achat d'une maison, tu l'as dit, elle y est restée 9 ans, on n'en change pas tous les 4 matins. Comment ça se passe avec les bailleurs? Les propriétaires de biens immobiliers qui mettent en location et à qui ils vous confient le rôle de trouver des locataires? Est-ce que là, il y a une relation qui est différente, qui est plus régulière? Oui, je le souhaite. Et chez les bons, c'est le cas. C'est toujours le cas chez les bons. J'aimerais que ce soit plus parce que le bailleur, on le facture. Puis on voit qu'une fois que de temps en temps, quoi. Alors du coup, on a pompé chez notre actionnaire un truc exceptionnel qu'on a été. Ça c'est bien d'être dans un groupe qui a 5 réseaux parce que le groupe Arch c'est les réseaux Citia, La Forêt, Century 21, Nesten et Guy Hockey. Donc du coup on se parle beaucoup et on voit les expériences des uns et des autres. Et on est allé voir justement chez Citia, qui est un gros administrateur de biens, donc des gros portefeuilles de gestion locative, les meilleurs fonctionnements chez eux. Et ils ont quelque chose d'exceptionnel qui s'appelle le coup de fil romantique, qui est une obligation une fois par an d'appeler chaque bailleur. En ce compris, si on n'a rien à lui dire, juste pour faire un point avec lui, prendre un café, et déjà t'assurer s'il va bien, si tout se passe bien, s'il est content, même si le locataire n'a pas de sujet, d'appeler systématiquement. On a mis ça en place chez nous, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Et puis après, c'est aussi au bailleur de temps en temps. Mais un bailleur, ça vous appelle pas quand tout est bien géré, quand tout est bien fait. En règle générale, le bailleur, si ça se passe bien, c'est celui que vous avez le mot au téléphone. Je vais élargir le sujet de la relation client. Tu as commencé à l'évoquer, les réseaux sociaux, la façon avec laquelle finalement vous vous saisissez de ça pour aller raconter l'histoire. Dit OK, pourquoi le futur acquéreur ou le futur vendeur va passer par Guy Hockey? C'est quoi la force des réseaux sociaux pour vous? Parce qu'on a le bon bien. C'est ça la réalité. Donc ça veut dire sur les réseaux, vous présentez les biens? Les réseaux sociaux, ils sont ni plus ni moins que la même vitrine qu'on a dans la boutique. Hein. C'est juste que c'est sur Internet, donc on va se battre avec les mêmes armes, on essaie d'avoir des temps d'avance. Il y a le SEO, SIA qui sont des enjeux importants, majeurs, qui sont en train de changer avec l'IA. Enfin voilà, on essaye de suivre ça pour aider nos agences à être à la pointe de ça. Mais la réalité, c'est que si vous avez le bon bien, ça va te faire l'avance. C'est ça, c'est avoir la bonne maison au bon prix. Enfin, si c'est moi qui achalandé la boutique et qui ai toutes les belles maisons du coin, c'est moi qui vends. Hein. Eh ben, écoute, Stéphane, merci pour le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie d'ajouter? Rien. Rien, t'as tout dit. Moi, je crois que j'ai dit beaucoup de choses. Merci beaucoup pour cette belle invitation et cet échange. Merci à toi, cet échange libre. Merci à vous tous, chers auditeurs, pour la fidélité avec laquelle vous écoutez le podcast. Merci au One-to-One Retail e-commerce de Monaco et Expérience Client de Biarritz pour le support apporté. Stéphane, si on veut rentrer en contact avec toi, est-ce que LinkedIn, c'est le meilleur des moyens? Oui, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus présent. Je confirme que c'est comme ça que je suis rentré en contact avec toi. Oui. Et ça puis marche en bien. règle générale, alors je répondais,
d'attacher vraiment de l'importance à répondre systématiquement à tout le monde. Aujourd'hui, le nombre de followers, il a un peu grimpé et ça devient compliqué de le faire, hein. Alors je trie pas mal. Si vous voulez des alternances, par exemple, là je donne un petit message. Si vous voulez des alternances, il y a un site pour ça. Puis si vous voulez des partenariats, il y a des responsables de service pour ça. Après, pour le reste, évidemment, j'essaye de répondre le plus possible, mais ça devient difficile et je m'en excuse par avance. Ouais. Bon, écoute, merci encore. Merci pour la qualité de cet échange. Merci pour le sourire. Garde-le parce que je pense qu'il s'est senti au travers du micro. Donc, Merci. à très bientôt. Salut Stéphane. Merci.